Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la levée des mesures d'interdiction des activités culturelles à la veille des fêtes de fin d'année par le gouvernement. Une décision saluée par les acteurs culturels béninois. Hors de nos frontières, le président Vladimir Poutine décidé à livrer le vaccin russe aux pays européens et africains. Il rassure de l'efficacité du vaccin qui viendra faire face aux variants Omicron. Et puis, Gabriel Boric, nouveau président de la Chili, le représentant de la coalition de gauche, a été élu avec 56% des suffrages. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Le gouvernement du président Patrice Talon a levé temporairement la semaine écoulée la mesure d'interdiction des activités culturelles dues à la pandémie de Covid-19. Une décision qui réjouit les acteurs du secteur culturel qui se plaignaient de la situation. Suivez leurs impressions après la levée de la mesure d'interdiction au micro de Juste Aimé Defodji. Comme tout artiste béninois, je ne peux que célébrer ça. Parce que, vous savez, quand on dit artiste béninois, c'est dans les bails, dans les manifestations que nous trouvons ce que nous savons, vous et moi, nous connaissons. C'est ça le salaire de l'artiste. Donc, on ne peut que célébrer ça. C'est grande est ma joie. Donc, partout, je chanterai ça. Je ne ferai que remercier le gouvernement pour cette noble décision. Je suis très content du fait que le gouvernement ait pris cette décision. Parce que, sincèrement, ça nous a créé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être libres. Parce qu'on nous a libérés, on nous a donné enfin l'autorisation de nous gérer ou bien de mener nos activités correctement, sans problème. Je remercie vraiment le gouvernement et que l'Éternel soit avec eux. Une fois que cette motion a été levée, cette interdiction a été levée, on ne peut que s'en réjouir. Parce que ça nous ouvre désormais les portes, surtout en cette fin d'année où on parle déjà de morosité économique alors que les dépenses s'intensifient ces temps-ci. Donc en cette fin d'année, ça vient renchérir ce qu'on appelle la fête. La fête parce qu'il ne pouvait pas y avoir fête sans manifestation. C'est dans ces manifestations que nous retrouvons notre joie. Donc c'est un peu ça. On ne peut que remercier le gouvernement pour cette décision. Et si d'ici là, la vaccination peut atteindre son maximal pour que cette levée soit pour une longue durée, disons pour toujours, ce serait encore une très grande joie. Alors nous ne pouvons que inviter nos frères qui sont dans le domaine à respecter plus ou moins les gestes barrières pendant ces périodes de fête où les manifestations seront nombreuses, qu'ils essaient de respecter les gestes barrières afin que la propagation de ce virus soit moins grande. L'école de formation professionnelle EFORP propose aux services publics et privés des cadres compétents. Le samedi, l'EFORP, situé dans l'arrondissement d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, a servi de cadre à la remise de diplômes aux nouveaux étudiants en fin de formation. On retrouve Juste Defodji pour le compte rendu. Éradiquer le chômage au Bénin, c'est la mission principale de l'école de formation professionnelle EFOP qui pour la 14e fois remet officiellement le parchemin de ses apprenants. C'est un engagement pris depuis 2008 qui consiste à former des apprenants dans les métiers de formation de courte durée. À cette cérémonie de remise de diplôme, Gustave Nkola, président directeur général de l'EFOP, est revenu sur le contexte de création de l'école et sa mission. Nous avons fait recours à l'école de formation professionnelle EFOP pour ajouter la formation pratique à la connaissance académique reçue afin de régler le problème de manque de professionnels qualifiés et sortir les jeunes du chômage. Une 14e promotion composée d'auxiliaires de pharmacie, de délégués médicaux, de secrétaires bureautiques, secrétaires comptables, secrétaires de microfinance, transit international, génie, bâtiments et travaux publics, génie électrique, haute couture, hôtellerie, restauration, imprimerie, vitrerie et graphisme professionnel et d'autres. Des filières de formation de courte durée allant de 12 à 24 mois.
La sortie de la 14e promotion des étudiants de notre école de formation constitue l'aboutissement heureux d'un processus qui commence par l'assiduité au cours, une note moyenne des évaluations et une note moyenne de la soutenance. Tout ceci est effectué avec un savoir-faire hors pair des enseignants du centre EFOP, qui sont des professionnels qualifiés et qui exercent activement dans leur corps de métier professionnel. Pour Belzita Tofa, porte-parole des récipiendaires, la qualité de la formation reçue n'est plus à démontrer. Elle exprime toute la reconnaissance de ses pairs. Sommes-nous heureux de sortir avec un savoir-faire que nous pouvons maintenant et tout de suite monnayer aisément dans n'importe quelle structure de la place? Non, ne pouvons demander à notre centre de mieux faire. Les faits sont là, têtus, et les résultats sont assez éloquents pour témoigner de la qualité et du travail abattu dans notre centre. Heureux d'avoir désormais leur parchemin, les récipiendaires, avec leurs parents et invités, n'ont pu s'empêcher d'esquisser quelques pas de danse. L'école de formation professionnelle EFOP dispose de 2 sites, le site d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi et celui de Sékou dans la commune d'Alada. L'ambassade du Japon au Bénin a organisé une visite de terrain avec les journalistes. Objectif, présenter les réalisations du Japon dans le domaine éducatif et infrastructurel à la presse. Aimé Juste Defodi pour Le Point. Cette année, le point des réalisations du Japon au Bénin proposé à la presse a démarré par le complexe scolaire Misesento d'Abomey-Calavi. Un accueil chaleureux réservé à la délégation, expression de la reconnaissance à l'ambassade du Japon pour ce bâtiment R+1. 8 salles de classe à l'image des 184 salles de classe et 146 latrines construites par le Japon dans 35 écoles primaires et maternelles du Bénin de 2017 à 2021. Un vaste projet de construction de salles de classe dont la mise en œuvre a coûté 7 milliards 285 millions de francs CFA. À l'instar de la représentante des élèves, Francis Amandidje, directeur du groupe B du complexe scolaire Misesento, au nom de ses pairs, a reconnu et remercié l'ambassade du Japon pour ses nobles réalisations. Vous avez mis fin au calvaire de ces pauvres enfants démunis et autres qui n'ont pas demandé à naître et qui ne réclament que leur droit d'aller à l'école. Depuis février 2021, l'école primaire publique de Misesento renaît. À cette rentrée scolaire 2021-2022, notre effectif a connu une augmentation. De Misesento, direction le lycée technique et professionnel Kondéou de Cotonou. Ici, les enseignants ont eu droit à une formation technique et professionnelle en mécanique automobile en collaboration avec CFAO Motors, Bénin, filiale du groupe japonais Toyota. Pour William Adjovi, représentant des enseignants bénéficiaires de la formation JICA, cette formation est d'une importance capitale. Une formation qui est le fruit d'une liste de doléances adressées par le gouvernement béninois au Japon, à en croire Garba Ayuba, directeur du cabinet du ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Le représentant du ministre a profité de l'occasion pour saluer la diplomatie japonaise pour cette excellente coopération qui existe entre les deux pays. Premièrement, le renforcement des lycées et centres de formation en équipement. Deuxièmement, la poursuite du renforcement des capacités des formateurs. Troisièmement, la création d'un centre de formation de référence sous-régional en mécanique automobile et équipement industriel. À l'issue de ce tour de ville, le chargé des affaires de l'ambassade Kondo Shigeru a rappelé l'objectif de cette visite, une activité annuelle suspendue l'année dernière pour raison de pandémie. Il était donc primordial pour nous de pouvoir relancer la visite, qui nous a permis d'une part de renforcer nos liens avec les médias et de l'autre de communiquer sur le travail de coopération financière par le Japon
est mise en œuvre par l'équipe de la JICA ainsi que tous ses partenaires. Pour clore cette journée de visite de presse annuelle des réalisations du Japon au Bénin, les professionnels des médias présents ont eu droit à une présentation du projet de construction de l'échangeur du Carrefour Vedoko, un projet financé par le Japon et exécuté par la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale. Prévu pour 20 mois, la construction de l'échangeur du Carrefour Vedoko se fera en 2 phases, dont la première coûte 18 milliards de francs CFA. Le major de la promotion 1981-1982 de l'Institut national d'audiovisuel de France, INA, et ancien chef service des programmes de la radiodiffusion nationale ORTB, Justin Sossou, a été inhumé à Ouessé ce samedi en présence des membres de sa famille. Retour sur le parcours du professionnel des médias dans ce commentaire de Loris Freddy Davron. Ce pan de l'histoire remonte à 1978. Un modeste et brillant garçon de la lignée Sossou est compté parmi les 3 bacheliers de la commune de Ouessé. La belle fibre scientifique induite par ce baccalauréat série C sera vite dissipée par les conseils, recommandations et orientations d'un proche. Le jeune bachelier de Ouessé, jadis promis à une carrière d'ingénieur agronome, s'offrira plutôt de nouvelles chances dans les médias à l'issue d'un test de recrutement national. Cultivé et polyvalent, Justin Sossou sort premier sur 350 candidats. Il n'en fallait pas mieux pour incarner la fierté de toute sa commune natale, Ouessé. Mais ce n'était que les prémices de l'expression du talent du jeune Mahi. Justin Sossou sera, quelques années plus tard, major de la promotion 81-82 de l'Institut national de l'audiovisuel INA en France. Face aux belles opportunités d'emploi qui s'offraient à lui en France, il a préféré revenir et servir la nation sur les antennes de la chaîne nationale ORTB. D'abord sur Atlantique FM, où il fut précurseur du jeu radiophonique Equinox qui fit l'unanimité. Sur la radiodiffusion nationale plus tard, il anima avec aise et professionnalisme une série d'émissions entre autres à la carte, réminiscence musicale et corps et âme. C'est en qualité de chef-service des programmes de la radiodiffusion nationale ORTB qu'il est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Décédé le 25 novembre 2021, Justin Sossou a été inhumé à Ouessé le samedi 18 décembre 2021. Retour sur les premiers jours de recrutement de Justin Sossou à l'ORTB à travers une interview accordée à M2Z Event Production. Il me dit, Justin, j'ai entendu ton nom à la radio. On dit que demain matin à 7 h, il faut être à l'ancienne maison de la radio, demander le chef personnel. Je ne sais pas de quoi ça peut retourner, parce que le même jour, on devait démarrer les épreuves orales à la FAST. Je dis, non, il faut faire un choix, parce que je ne peux pas faire les 2 à la fois. Comme j'avais un peu, je voulais aussi quitter la FAST. Bon, parce que tu vois, la phase à l'époque, c'était forcément l'enseignement et tout ça me disait bien. Donc, je suis allé effectivement à l'ancienne maison de la radio et puis bon, voilà quoi. Je suis resté là, on a dit 7 h, non, à 7 h j'étais déjà là-bas, jusqu'à midi, je n'avais vu personne. 13 h, personne, 14 h. Donc, je me dis, non, attends. Est-ce que je vais perdre les 2 côtés? Parce que si on ne me reçoit pas à la radio, j'aurais déjà foutu en l'air mon affaire de MP là-bas, là. J'aurais déjà foutu ça en l'air. Qu'est-ce que je fais? Et à 14 h, il y a un monsieur qui est venu. Avec... bon, c'est un monsieur que je respecte beaucoup, sa mémoire, je crois qu'il n'est plus. C'est le père de Sativi, Agri-Sati, c'est son père, Casimir Sativi. C'était lui le chef personnel de l'ORTB à l'époque. Et il est venu, donc on était 2 assis sur le banc. Mon second, malheureusement, il est décédé maintenant, c'est Jean-Dieudonné Douba. Donc, comme on ne se connaissait pas, lui il avait fait CBG, on ne se connaissait pas. Donc, personne ne savait pourquoi l'autre était là. Donc, on ne parlait pas. Et quand le monsieur est arrivé, il a ouvert son bureau, quand il a garé sa Renault 12, très propre, il a ouvert et puis il vient vers nous. Il me dit,
Vous là, c'est quel nom? C'est Sossou Justin. Il m'a serré la main. Il a dit félicitations. Vous êtes reçu au concours de l'INA. Actualité en dehors du Bénin, Vladimir Poutine a évoqué l'efficacité du vaccin russe Sputnik V. Le président russe affirme qu'il est prêt à livrer le vaccin aux pays européens et africains pour lutter contre la propagation de l'épidémie et du variant Omicron. Plus précisément, les détails, c'est avec nos confrères de RT France. La Russie pourrait envoyer son vaccin Sputnik V gratuitement dans des pays d'Afrique afin de lutter contre la propagation du variant Omicron du coronavirus, a déclaré le président du fonds d'investissement direct russe Kirill Dmitriev. Détectée en Afrique du Sud fin novembre, cette nouvelle souche du Covid serait responsable de la flambée des contaminations en Afrique ainsi qu'en Europe. Je vous propose d'écouter. Les premières livraisons peuvent être destinées à des pays africains. En ce moment, il y a une violente épidémie Omicron là-bas. Kirill Dmitriev faisait ainsi écho à la déclaration du président russe Vladimir Poutine qui discutait de la possibilité d'envoyer le vaccin russe à titre gracieux dans certains pays avec le Premier ministre russe Mikhail Mishustin et la vice-premier ministre Tatiana Golikova. Écoutez. Notre vaccin Sputnik V fonctionne bien. Selon ce qui est visible actuellement, et d'ici une semaine, les spécialistes donneront leur évaluation finale. Il est probablement même plus efficace contre Omicron que les autres vaccins utilisés dans le monde. Au cours des prochains jours, les experts donneront une évaluation finale. À cet égard, nous pouvons bien sûr déjà partager les médicaments que nous avons, je veux dire également pour le rappel vaccinal. Y compris pour les pays européens, si bien sûr ils ont un tel besoin et s'ils le souhaitent. Le vaccin Sputnik V est actuellement en phase d'homologation par l'Organisation mondiale de la santé. S'il n'est toujours pas homologué en Europe, Sputnik V est autorisé ailleurs dans 71 pays, couvrant une population de plus de 4 milliards de personnes. Dans le même registre, la situation sanitaire en Israël s'empire et des mesures annoncées avec des restrictions de voyage pour la population avant une possible 4e dose face au variant Omicron. Le gouvernement ne souhaite prendre aucun risque. Reportage. Il se propage à toute vitesse à travers la planète. La panique avec lui. Omicron pousse le monde entier à se protéger. Et Israël n'y échappe pas. Omicron est déjà entré dans le pays. On observe déjà une large transmission et une augmentation du taux d'infection. Cela a commencé. Maintenant, en raison de la nature très infectieuse de ce variant, il faut comprendre que la protection collective et nationale que l'État fournit ne suffit pas. Chaque citoyen doit veiller sur lui-même, sur sa famille, sur ses enfants. Ne comptez pas sur le voisin pour se vacciner et vacciner son enfant. Cela ne servira à rien. La vague arrive. Une vague qui se traduit par plus de 440 nouveaux cas du variant Omicron déjà détectés en Israël. Et un cri d'alerte bien différent des précédentes sorties gouvernementales. Les explications de l'exécutif ne sont pas assez bonnes pour convaincre les gens d'aller se faire vacciner dans une situation non dramatique. En donnant aux gens la possibilité de fonctionner à nouveau presque normalement, ces derniers se demandent pourquoi faudrait-il se faire vacciner tout de suite. À l'époque, le souvenir de la première vague marquée par un fort taux de mortalité poussait les gens à aller se faire vacciner. Aujourd'hui, le contexte est très différent. C'est très relax en Israël. De nombreuses mesures de restriction ne sont pas suivies. Autre prescription non suivie, la dose de rappel. Au 18 décembre, à peine 45% des Israéliens avaient reçu leur 3e dose. Longtemps montrés en exemple, ils sont désormais nombreux à critiquer la politique sanitaire, alors qu'une 4e injection est déjà à l'étude. Nous ne voulons pas recevoir de doses supplémentaires. Nous ne voulons pas être mis sous pression et nous ne voulons pas avoir de sanctions, c'est tout. Ils devraient nous donner la liberté que nous méritons. Nous sommes nés libres et nous avons choisi un gouvernement qui devrait nous faire sentir bien et non un gouvernement qui va nous contrôler et nous faire du mal.
Et ce contrôle de la population devrait encore s'amplifier avec des restrictions de voyage annoncées. L'Espagne, la Norvège ou encore la France sont désormais placés sur liste rouge par l'État hébreu. Les Chiliens ont choisi leur nouveau président. C'est le représentant de la coalition de gauche, Gabriel Boric, qui a été élu avec 56% des suffrages. Une large victoire qui traduit les volontés des changements. Un vent de jeunesse souffle sur la politique chilienne. À 35 ans, Gabriel Boric est devenu le plus jeune président de l'histoire du pays et l'un des plus jeunes dirigeants au monde. D'abord leader étudiant, puis élu député à 27 ans, Boric était le candidat d'une coalition de gauche inédite à laquelle participait le Parti communiste. Quelques heures après l'annonce de son succès, le nouveau président a dévoilé les premiers contours de son projet. Je souhaite commencer ce moment historique, plein d'émotions, sous les yeux du Chili et du monde, par remercier tous les Chiliens et les Chiliennes qui ont été votés pour leur engagement pour la démocratie. Il y aura plus de droits sociaux, mais nous le ferons en restant fiscalement responsables. Nous le ferons en prenant soin de notre macroéconomie. Nous le ferons bien. Gabriel Boric s'est appuyé sur les revendications du mouvement social qui secoue le Chili depuis 2019. Il a fait campagne sur un projet d'État-providence et une réforme fiscale avec pour objectif de réduire les inégalités dans le pays. Un discours qui a séduit et ses partisans attendent beaucoup de ces 4 années de mandat. Je suis très heureuse, très optimiste. Je pense qu'il aura une manière très différente de gouverner. Il va générer beaucoup de bonne volonté. Ce sera fantastique car il va créer les changements dont nous avons besoin. Nous ne pouvions pas revenir en arrière, nous ne pouvions pas perdre des droits. Les femmes ne pouvaient pas perdre des droits. Et aujourd'hui, nous sommes heureux et nous célébrons parce que le Chili entame un processus de changement et un gouvernement de réforme. Et nous sommes très heureux pour cela. Gabriel Boric prendra ses fonctions le 11 mars prochain, mais doit dès maintenant affronter de nombreux défis. D'abord celui du ralentissement économique que connaît le pays, conséquence de la crise sanitaire, puis mettre en place ses réformes fiscales et sociales face à un Parlement sans majorité forte et donc pas entièrement acquis à sa cause. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.